Ça fait 3 ans que je développe mon Home et je pense qu'il est temps que je vous partage. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée à la tech et aux réseaux informatiques. Et aujourd'hui, on va parler du Home que j'ai conçu durant ces 3 dernières années. On va pouvoir aborder les avantages, les inconvénients, le prix et à la fin des conseils pour que vous puissiez développer votre propre Home. Allez, c'est parti, on va commencer par un aspect général de la baie. A tout de suite. La baie est donc composée de 3 switches, 2 routeurs de test, un pare-feu, l'axe Internet Freebox Pro avec sa backup 4G en cas de coupure fibre, ainsi que le serveur HP. On reviendra plus tard sur tous les équipements à la fin de la vidéo. Je vous détaillerai le prix et leur utilité dans la baie. Tout de suite, on va voir donc à quoi ça sert d'avoir son Home, les avantages et les inconvénients. Avoir sa propre baie, c'est surtout un kiff. On va pas se mentir, ça sert surtout à combler notre esprit de geek, mais aussi on apprend beaucoup sur les différents services qu'on utilise au quotidien et qu'on s'en rend même pas compte. Bon, maintenant, il faut qu'on note les différents avantages et inconvénients. En inconvénient, on va noter la facture EDF. Ça consomme 300 watts constant, ce qui représente en une journée 1, et quelques en euros. Je vous mettrai un relevé EDF, comme ça vous avez une ordre d'idée. Ainsi que des équipements qui tournent H24, donc du bruit, et ça chauffe. Ici on a de la chance puisqu'on est dans un local séparé du reste de l'appartement, mais notez que si vous voulez créer votre propre Home, pensez à le mettre dans une pièce hermétique, parce que ça peut très vite vous monter à la tête. Maintenant, en avantage, on peut gérer ses propres services. Ce qui est super, c'est que du coup, on peut toucher un peu à ce qu'on veut, on peut voir comment ça fonctionne, et ça permet vraiment d'apprendre. On peut faire du monitoring. Alors le monitoring, ça consiste à faire de la surveillance réseau ou système. Personnellement, je fais ça avec Grafana, on en reparlera un peu plus tard. Et ça permet aussi donc d'apprendre beaucoup sur comment ça fonctionne. Parce qu'à force de trifouiller, à force de galérer, on apprend beaucoup. Mais alors, à quoi ça sert tout ça? Actuellement, j'héberge à peu près 10 services, tous sur Docker. Pour vous montrer plus en détail et que ça soit plus parlant, je vais vous montrer sur le PC à quoi ça ressemble. Nous voilà donc sur le PC. Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment ça fonctionne. Juste ici, en fait, on va retrouver le serveur physique, donc le serveur HP, où dessus il y a le système Proxmox. Donc Proxmox est un hyperviseur qui permet de créer des machines virtuelles, où on va retrouver du coup deux VM, la VM Docker 1 et la VM Docker 2. Donc je vais vite fait sur l'interface du Proxmox, comme ça vous pouvez voir. Donc voilà nos deux petites VM qui vont ensuite héberger les différents en fait, containers. Et dans ces containers, on trouvera nos différents services. Donc actuellement, les deux Dockers sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas redondants. Si un coupe, l'autre ne prend pas le relais, je suis en train de travailler dessus, ça pourra faire l'objet d'une future vidéo. Et donc dans ces VM là, on va retrouver du coup des Dockers avec nos différents services qu'on souhaite installer. Alors pour voir les différents services, on a l'interface partenaire, donc c'est une interface graphique pour pouvoir gérer nos différents containers. Et donc là vous pouvez voir tous les services qui sont installés sur donc, mes différents Docker. Donc là vous pouvez voir le Docker 1 et le Docker 2, donc ce sont les deux machines virtuelles. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là dans la Docker 1 on a le Grafana. Donc Grafana c'est l'interface pour faire du monitoring. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc en fait, on peut voir, bon là c'est les stats Wi-Fi, le trafic réseau sortant, les différents soucis, il y en a beaucoup. Si les dockers sont allumés ou éteints, la consommation, après j'ai mis de ping, enfin voilà. En fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut, rajouter des interfaces, etc. Et tout ça, ça pompe en fait dans Zabbix. Voilà. Ensuite, on a donc un S-Cloud, donc ça c'est, vous connaissez, c'est pour faire un NAS en ligne. P-Hole, c'est tout ce qui permet de faire donc le DNS, etc. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On pourra en revenir en plus en détail sur tous ces services-là. Mais entre autres, voilà. Donc ça permet en fait de faire un serveur DNS et de bloquer les domaines publicitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un adblock, et c'est directement le P-Hole qui filtre tout ça. Et ensuite, on a donc bon partenaire pour l'interface graphique. On a un Tekuma, c'est pareil, c'est pour le monitoring. Le Zabbix pour le monitoring. Voilà. Puis on a le deuxième, avec du coup ici des trucs plus intéressants. Guacamole c'est pour gérer en SSH nos différentes machines via le réseau. Umbridge c'est pour la domotique. Lipam que je vous ai parlé pour gérer les IP. Organizer c'est un dashboard. Puis on a Plex pour les serveurs film, donc ça je pense que vous connaissez. Voilà, donc ça en fait c'est les différents services que j'héberge, super pratique puisque du coup si je devais faire une mise à jour d'un de ces services, au lieu de réinstaller l'application, il me suffit de cliquer dessus,
Alors ça c'est pas un exemple parce que celle-ci je peux pas. Par exemple, Uptime Coma, il me suffit de cliquer dessus, faire un recreate et de pull donc la dernière image. La mise à jour va se faire automatiquement et j'ai pas besoin de changer les configurations, elles sont automatiquement gardées. Alors ce qui est bien avec Docker contrairement au VM, c'est qu'une VM, normalement, on met une application par VM. Et le problème, c'est qu'une VM, ça consomme beaucoup en fait. Parce qu'entre tous les services qu'il y a qui tournent, etc., et qu'on n'utilise pas forcément. Lui, le conteneur, ce qui est super sympa, c'est qu'on met une VM, et en fait, dedans, on va créer des conteneurs. Mais les conteneurs vont utiliser la base de la VM. Donc, au lieu de recréer toute une VM à chaque fois pour un service, on installe des applications dans les conteneurs, et les conteneurs vont utiliser, euh, va partager en fait toutes les ressources de la VM entre les différents conteneurs. C'est assez compliqué à comprendre, mais c'est très optimisé, c'est super simple pour la gestion, et c'est vraiment le futur. Maintenant, tout le monde utilise ça, et en plus, c'est français, donc c'est parfait. Allez hop, c'est parti, je vous ai ouvert la baie. Donc on peut voir en haut un switch full fibre de la marque Mikrotik. Il est doté de 4 ports SFP avec un port Ethernet en 1 Go. C'est amplement suffisant pour l'utilité. Avec lui, il fonctionne avec des mini JBIC de la marque Nokia en 9,8 Go/s. Donc ici, en fait, il y a de la fibre optique qui se branche, donc c'est le signal lumineux laser. Et en fait, ça le convertit en signal électrique. Voilà. Donc ce switch full fibre, lui, est relié après à la Freebox Pro, qui reçoit un débit de 8 Go depuis l'extérieur. Bon, en vérité, on est plus sur les 5-6 gigabits seconde. Et il est doté d'un port SFP à l'arrière qui est directement branché à mon petit switch. Ensuite, à côté, on a un petit pare-feu de la marque Fortinet. Donc c'est un vieux pare-feu, hein, un FortiGate 30B. Il fonctionne encore en 100 Mbps. C'est un petit pépère, vous voyez. Du coup, j'utilise seulement pour le Wi-Fi invité. Il permet donc de filtrer ce que regardent les invités, de bloquer les contenus explicites. Il me sert seulement à ça et aussi de faire un portail captif. C'est-à-dire, quand les invités se connectent, ils ont un portail comme à la SNCF ou dans les réseaux publics où ils doivent signer, enfin, accepter les conditions générales, etc. Ici, on a un petit routeur Cisco qui me sert seulement à faire des tests pour apprendre un peu comment ça marche, surtout pour les cours. Ici, on a un switch de production Full Giga Cisco Catalyst 3750 qui m'a gentiment été offert par l'université. Donc, c'est le switch de production où toute la data passe avec les différents VLAN, etc. Ici, on a un switch de management. Donc, c'est un Cisco série 2960. Il fonctionne seulement en 100 mégabits, seulement, sauf ces deux ports en 1 Go. C'est pour ça qu'il est donc en management. À quoi ça sert d'avoir un switch de management? C'est simple, c'est en cas de coupure du switch prod, j'ai quand même accès aux différentes interfaces, que ce soit donc le serveur ou le pare-feu ou le switch en haut. Ici, on a un switch de la marque RAD. Alors, il me sert pareil à rien sauf pour faire des tests. C'est pour seulement m'amuser. Donc, pour le moment, il est éteint puisque j'ai pas eu le temps d'y toucher. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et donc ici, on a le routeur donc Freebox Pro qui est rackable, donc très pratique. Ça fonctionne assez bien. On tourne à peu près aux 6 Go/s. Et donc, c'est le lien vers l'extérieur. Avec lui, on est accompagné donc, de sa backup 4G. Donc, en cas de coupure fibre, une backup 4G prend le relais. C'est très pratique, parce que ça arrive souvent avec Free, n'est-ce pas? Puis, le serveur, qui héberge les différents services. Donc, c'est un HP ProLiant ML310 Gen 8 V2 avec dessus donc 2 VM sur Proxmox qui tournent en fait les deux Docker clusters qu'on a pu voir juste avant. Après, un peu plus moche, on peut voir donc le câblage. En fait, tout ça, c'est ce qui après part dans l'appartement. Ici, donc, vous pouvez voir la consommation. Actuellement, on est à 212 watts constant, donc c'est plutôt raisonnable. Voilà, alors j'ai pas d'onduleur, donc c'est en cas de coupe électrique parce que celui-là que j'avais a claqué, donc il faut que je rachète un. Ok, donc maintenant pour la partie conseil, je vais surtout vous parler de des conseils système, donc pour votre Home Lab, mais pas ce qui est réseau derrière, parce que réseau ça peut être très spécifique à vos besoins. Donc, pour le système, déjà ce que je vous conseille c'est de faire un dimensionnement de vos besoins, donc de ce que vous allez mettre dessus, etc. À quoi ça va servir? Ça va permettre donc de savoir à peu près qu'est-ce que vous allez consommer, et du coup de prendre une machine qui, en conséquence, qui sera en fait dans les clous.
Parce que en soi, vous voyez, ça consomme pas tant que ça. Moi j'utilise 15 Go de RAM pour tout ce qu'il y a sur le serveur. Et à peine 3 à 4, 3, 5, 4% du CPU. Donc c'est rien du tout, vous voyez. Donc pas besoin d'acheter en fait une machine de guerre, c'est simplement un vieux laptop de votre grand-parent ou un PC récupéré. Pour le début, ça peut largement faire l'affaire. Surtout que là, on voit que ça consomme 15 Go de RAM, mais en réalité, ça consomme beaucoup moins parce qu'il y a de la RAM cache et c'est comptabilisé dans Proxmox. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment pas du tout d'acheter une machine dès le début. Déjà, juste pour toucher, prenez votre vieux laptop ou même le PC que vous avez actuellement, vous testez. Et puis comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Ensuite, conseil, c'est de préférence faire une machine sous Linux plutôt qu'une machine sous Windows. Vous n'êtes pas obligé de mettre un hyperviseur comme moi, là, de faire donc de mettre donc la base, un Proxmox et de créer des machines virtuelles. C'est pas obligé. Vous pouvez directement mettre sur votre machine, par exemple, donc un Debian ou un Ubuntu ou un CentOS, donc une machine directement Linux sur votre machine. Ça marchera très bien, ça consommerait même moins parce que là, du coup, le Proxmox consomme et les VM consomment, donc c'est un peu moins optimisé, mais c'est plus pratique. Mais voilà, donc franchement, je vous conseille du Linux. Pourquoi? Linux, lui, en fait, enfin, on va plutôt faire l'inverse. Windows, si vous voulez, quand vous l'installez, tous ces services sont activés par défaut pratiquement. Ce qui consomme beaucoup de ressources. Alors que Linux, il faut les activer, les services. Donc en fait, c'est à vous d'activer manuellement les services donc sous Linux, ce qui va forcément moins consommer. Un peu plus compliqué à mettre en place, un peu plus compliqué forcément à gérer, mais une fois qu'on a pris la main, et en plus c'est super intéressant, vous verrez que les ressources sont vraiment meilleures. Ensuite, encore pour la performance et l'optimisation, je vous conseille fortement d'utiliser Docker, donc ce qu'on a pu voir juste avant ici. Je ferai une vidéo de comment ça marche Docker, parce que c'est super complexe, mais ça marche vraiment bien. Et puis voilà, donc Docker c'est vraiment une valeur sûre, c'est très fort conseillé, et puis même pour l'installation et les mises à jour, c'est que du bonheur. Donc voilà, moi c'est les petits conseils que je peux vous donner, parce qu'au début c'est vrai que moi j'avais commencé sous un Windows, etc. Mais c'est franchement pas la meilleure solution. Commencer sous Linux, ça marchera beaucoup mieux. Voilà, donc on arrive sur la fin de la vidéo. Donc si vous avez le moindre de questions, n'hésitez pas, c'est tout en commentaire. Donc c'est toute une nouvelle chaîne qui sera dédiée sur les réseaux et l'informatique. On abordera plein de sujets au cours de l'année, même si vous voulez me donner des idées ou s'il y a des trucs que vous avez des questions, n'hésitez pas, je lirai. C'est pas comme si je pense qu'il allait avoir 36 000 commentaires. Mais voilà, donc en tout cas je vous souhaite une excellente journée. Ciao les gars, salut!